Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au cycle de conférences Ville et créativité, cycle de conférences de l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Moi, je suis Sandro Patachin. J'organise ce cycle ensemble avec Fiorenza Gamba et les étudiants du Master en sociologie. Je passe tout de suite la parole à Valentine Donzelot qui nous expliquera qu'est-ce qu'on fait ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Valentine Donzelot et je poursuis actuellement le master de sociologie à l'Université de Genève. Avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, je tenais tout d'abord à remercier Sandro Catachin et Fiorenza Gamba pour l'organisation de ce cycle de conférences et d'avoir pu trouver les solutions pour maintenir ce cycle malgré cette urgence sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Tout au long du cycle de conférences, nous avons pu aborder différents sujets en lien avec la ville et la créativité. Aujourd'hui, nous continuons sur cette lancée, mais avec un axe plus centré sur l'innovation avec Armelle Choplin, qui nous présentera la conférence « Innovation et digital dans les villes africaines ». Armelle Choplin est professeure associée au département de géographie et environnement et au Global Studies Institute à l'Université de Genève depuis 2019. Elle a obtenu un doctorat en géographie et aménagement en 2006 à l'Université Paris-Est et à l'École d'urbanisme de Paris. De 2016 à 2018, elle a été chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement affecté en Afrique de l'Ouest. C'est une spécialiste des villes africaines où elle s'intéresse notamment aux politiques urbaines, aux transformations sociales et aux enjeux de développement dans les pays du Sud. Ses travaux sont consacrés à l'analyse de la fabrique des villes africaines. Elle confronte en particulier la production de la ville planifiée par les acteurs institutionnels avec celle fabriquée par les habitants. Ces recherches privilégient plusieurs entrées telles que les modes de gouvernance, l'habitat précaire, les questions foncières, les mobilisations des populations marginales et la circulation et migration et leurs impacts sur l'urbain en Afrique de l'Ouest et dans le monde arabe. Depuis 2017, elle est de plus coordinatrice du projet Urbaco, qui est un observatoire de dynamique urbaine côtière ouest africaine, projet qui vise à développer les recherches urbaines dans la zone côtière ouest africaine. La thématique d'aujourd'hui se focalise sur l'innovation et le digital dans les villes africaines. En 2018, Armelle Choplin a fait l'expérience de la cartographie participative et d'innovation numérique dans un bidonville de Cotonou au Bénin. Elle s'est donc interrogée sur le rôle que peuvent jouer les Fab Labs sur le futur des villes africaines. Des laboratoires d'innovation numérique ont en effet ouvert en Afrique sur le modèle des Fab Labs. Leur expérience peut être une opportunité pour concevoir une ville africaine frugale. Ces initiatives tentent de proposer des solutions aux enjeux de développement et des outils adaptés aux besoins des pays du Sud. Armelle Choplin s'est basée sur un modèle de la ville frugale en privilégiant le do-it-yourself avec le low-tech, permettant ainsi l'accès aux nouvelles technologies avec de faibles coûts d'investissement. Cette expérience faite en bottom-up révèle d'intéressantes opportunités pour penser et contribuer à la ville africaine de demain. Aujourd'hui, nous avons aussi la présence de Mathilde Bourrier pour discuter de cette thématique. Professeure au département de sociologie à l'Université de Genève, où elle se consacre principalement aux questions de sociologie du travail, du risque et de la théorie organisationnelle, ses champs de recherche portent sur les stratégies de coopération en milieu à haut risque comme le nucléaire ou la santé. Par ailleurs, elle s'intéresse à la thématique des makerspaces, lieux où des personnes inventent, fabriquent, bricolent des objets, mais qui sont aussi des laboratoires de changement social où se pratiquent de nouvelles formes de travail. Maintenant, je passe sans perdre de temps la parole à Armelle Choplin. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être virtuellement parmi vous. Merci à Sandro, à Fiorenza et puis aussi à Mathilde qui va après discuter cette thématique. Et merci à vous, Valentine, pour cette présentation exhaustive. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter, c'est assez fantastique. De mes travaux. Donc, ce que je vais essayer de faire assez rapidement, c'est justement revenir un peu sur ces thématiques. Alors, je vais partager l'écran comme ça. Voilà, je vais pouvoir mettre le PowerPoint. Sur ces thématiques, effectivement, il faut que je le mette en plein écran, excusez-moi, d'innovation et de digital dans les villes africaines. Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille, on va dire, plutôt récemment parce que j'ai plusieurs sujets de recherche, mais
voilà, pendant mon affectation, pendant les 3 ans que j'ai eu la chance de passer basée en Afrique de l'Ouest, j'ai essayé de mettre en place on va dire des projets de recherche-action dont je vais vous faire part aujourd'hui. Donc, ma présentation, elle va être en 2-3 temps. D'abord, je vais expliquer un petit peu cette opposition qu'il y a en ce moment entre la Smart City et la ville frugale. Je vais parler des Fab Labs en Afrique. Je vais parler également, développer le projet là, que j'ai mis en place et vous montrer un petit peu comment ça s'est fait et puis les résultats qu'on a obtenus. Et en conclusion, je parlerai un peu justement de ces makerspace et de ces Fab Labs au temps du Covid, parce que voilà, il y a eu une réaction assez rapide. Et puis peut-être qu'est-ce que ça peut nous dire sur l'avenir des villes africaines, mais des villes tout court. Parce que pour moi, finalement, parler des villes africaines, je m'intéresse avant tout sur tout ce qui peut être forme de créativité dans un milieu urbain, avant que ce soit localisé en Afrique. Donc, en ce moment, ce qui je trouve très intéressant dans les villes du Sud, en particulier, c'est cette opposition qu'il y a entre ce modèle de la Smart City, qui est quasiment omniprésent, et puis ce modèle qui commence à émerger, qui est celui de la ville frugale. Le modèle de la Smart City, on le connaît bien ici, on va dire en Europe, en tout cas dans le monde occidental, c'est le modèle de la ville connectée, des nouvelles technologies, porté quand même, il faut le dire, par des groupes d'abord privés, qui ont été développés, donc ce modèle de la Smart City qui vient d'ailleurs plutôt d'un modèle développé, on va dire, dans les villes asiatiques, porté par des grands groupes. Je ne vais pas faire de publicité ici. Donc, avec une vision relativement entrepreneuriale de la ville, une vision capitaliste de la ville, néolibérale, avec cette idée que, voilà, dans la ville connectée, on nous promet monts et merveilles et surtout une vie bien meilleure. Bon, on a vu qu'en ce moment, même les villes connectées, finalement, laissent à réfléchir. Et ce modèle de la Smart City, qui est en train de prendre le pas un petit peu partout, est aussi, avec cette circulation qu'on a internationale des modèles urbains, est aussi en train tenter d'être développé, importé en Afrique, donc dans des pays qui, a priori, n'ont pas du tout, ne sont pas préparés pour adapter, pour en tout cas recevoir ce modèle de la Smart City, puisque, faut-il le rappeler, une connexion Internet coûte à peu près 100 francs pour avoir on va dire un bas débit, 100 francs par mois dans une ville telle que Cotonou où je vivais. Et que l'accès à Internet, à tout ce qui est connecté, reste quand même un produit de luxe, ou en tout cas réservé à une certaine élite, même si voilà, les smartphones se généralisent, mais les gens achètent du crédit comme ça, voilà, de façon sporadique, et ce n'est pas une connexion non plus très généralisée. Et puis, ça reste quelque chose d'assez urbain. Donc, aujourd'hui, voilà, ce modèle de la Smart City qui est vendu aussi par les politiques urbaines, par les présidents qui font des ministères de la technologie, qui mettent en avant ces grandes politiques urbaines et le fait qu'ils créent des Smart Cities, eh bien, semble un petit peu à côté de la réalité locale. Or, localement, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de créativité et les populations n'attendent pas forcément l'arrivée d'une Smart City pour justement développer des modes d'être à la ville tout à fait innovantes et intéressantes. Et donc, il y a un petit peu ce modèle inverse qui serait celui de la ville low-tech, inspiré du modèle du Juguad, hein, ce terme donc indien qu'on a traduit en français par innovation frugale, qui reviendrait à essayer en fait d'utiliser des technologies plutôt simples, donc pas de la high-tech mais de la low-tech, de faire du off-grid, c'est-à-dire du hors-réseau, essayer de se connecter quand même, mais pas forcément aux grands réseaux liés aux grandes sociétés ou aux réseaux conventionnels, on va dire. Donc, essayer d'avoir de la technologie, mais d'une autre manière, en valorisant évidemment des pratiques de réparation, de réutilisation, de recyclage. Donc voilà, on aurait une opposition entre ces deux modèles de ville qui aujourd'hui cohabitent pas très bien, on va dire, dans ces villes, mais en tout cas entretiennent des rapports un peu particuliers. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle de la ville low-tech est en train de se développer aussi dans le sud global, comme on dit, et notamment dans les villes africaines, et que ça fait réfléchir aussi sur le fait que parfois, en regardant ce qui est fait là-bas, eh bien, on se dit qu'on pourrait aussi apprendre donc, du sud, donc décentrer notre regard, avoir une vision beaucoup plus inspirée voilà, des visions post-coloniales qui feraient dire qu'en fait, peut-être que l'innovation, ce n'est pas forcément dans les villes européennes qu'il y a les choses les plus innovantes, pas forcément dans le monde occidental, mais qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à explorer et à voir et à partir desquelles s'inspirer et qui viendraient justement de ces villes du Sud.
Alors, premier point sur les Fab Labs en Afrique. En effet, avec un de mes collègues, Martin Lozivit, nous avons conduit à partir de 2017, lorsque j'étais affectée donc, en Afrique de l'Ouest, tout un travail sur les Fab Labs et justement la création, l'ouverture de ces nombreux Fab Labs depuis les années 2010. Fab Lab qu'on peut traduire par laboratoire d'innovation numérique en français, mais effectivement, on utilise aussi beaucoup le terme de makerspace, pour reprendre le terme anglophone, ou bien aussi de tiers-lieux. Donc, ces espaces qui vont émerger souvent dans les quartiers populaires des villes africaines et qui vont essayer de produire un autre savoir, une autre connaissance par la pratique, par le do-it-yourself, c'est-à-dire par le faire par soi-même, et qui va essayer de réagir avec des nouvelles technologies à des besoins liés aux besoins des habitants. Alors, on a essayé de faire un mapping de ces principaux makerspace et Fab Lab en Afrique, sachant que c'est un réseau qui s'est mis en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, beaucoup de ces Fab Labs ont été créés soit par l'un des autres fondateurs d'un autre Fab Lab, et il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, il y a le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest qui a été mis en place en 2019 et qui dialogue d'ailleurs avec le réseau des Fab Labs, enfin des makerspace anglophones, des pays anglophones, puisque c'est une des gros problèmes pour communiquer dans ces pays, c'est les langues finalement qui changent selon les pays dans lesquels on se trouve. Donc voilà, une émergence vraiment importante. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Fab Labs? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'impression à la fois que c'est une vaste dynamique, voilà, appuyée par les pouvoirs publics qui disent « regardez », voilà, les ministres du numérique qui disent « voilà », qui vont rapidement d'ailleurs s'emparer de notre carte et de dire « regardez tout ce qui se fait dans notre pays, on est un pays très innovant, on évolue, on va de l'avant ». Et puis, les bailleurs de fonds de type Agence française de développement, très présents sur cette thématique du numérique, qui va dire voilà, il se passe des choses, on va les appuyer, etc. Ici, par exemple, vous avez une photo de la visite du secrétaire d'État justement à l'innovation du président français Macron, donc son secrétaire d'État qui vient visiter un Fab Lab en Afrique qui est accompagné par le conseiller culturel de l'ambassade de France. Donc, on voit, c'est très politique, il trouve ça fantastique et on a vraiment l'impression que voilà, quand vous regardez même l'Agence française de développement, il y a tout un effort pour appuyer ces initiatives locales. En réalité, quand on regarde localement, on se rend compte que finalement, c'est un soutien assez limité. Beaucoup de « oui, on va vous appuyer », etc., et même par les pouvoirs publics. Et en réalité, en fait, ces Fab Labs, ces laboratoires, en fait, n'ont que très peu de moyens. Souvent, quand il y a des smart cities ou des projets de smart cities ou des incubateurs, comme on dit, ils ne sont pas invités. On va faire venir des grands groupes de type Orange, etc. Mais on ne va pas faire venir les petits bidouilleurs locaux, comme on les appelle. Donc, il y a un décalage entre l'image qu'on renvoie à l'extérieur de villes foisonnantes d'innovation, l'appui qu'on semble leur donner et finalement leur réalité. Leur réalité au quotidien, c'est plutôt… donc, on dit souvent que ce sont des bidouilleurs, mais en fait, ils bidouillent au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut… ils n'ont pas de rentrée d'argent très souvent, ils marchent sur contrat, donc c'est des petits contrats, ils n'ont pas or, ils doivent payer des charges, à savoir des locations, ils doivent payer du matériel, ils doivent payer Internet, et ça, ce sont vraiment des choses qui sont des limites particulièrement importantes à cette possibilité justement eh bien, de se fédérer en réseau. Voilà, quand il y a un meeting qui paye, souvent en fait on se rend compte, pour avoir interviewé de nombreux directeurs de Fab Lab, en fait ce sont très généralement des gens qui ont mis en fait toute leur bille personnelle, tout leur argent pour essayer de faire vivre cette expérience et qui en fait vivent eh bien, de leur formation initiale, je sais pas, par exemple ingénieur ou voilà, qui ont des formations techniques et qui vont en fait travailler à côté, puis après réinvestir le peu d'argent qu'ils gagnent dans leur Fab Lab. Donc, en fait, c'est pas un modèle qui financièrement est durable. Et ça pose des questions. Et d'ailleurs, on pourra poser aussi la question sur le modèle tel qu'il est pensé en Europe, parce que la question de la durabilité, en fait, est posée. On est surtout face à une grande précarité de ces bidouilleurs. Grande précarité aussi parce qu'il fonctionne beaucoup sur la récupération. Alors, on voit ici, après je vous montrerai, donc c'est ce qu'on appelle les fameux Jerry. Donc, les Jerry, ce sont des ordinateurs qu'on fabrique avec des pièces recomposées, des pièces récupérées et qu'on assemble dans un bidon, un jerrycan, pour créer de nouveaux ordinateurs, donc avec de vieux ordinateurs.
Donc voilà, c'est du matériel qu'on va recycler, mais en fait, très souvent, il y a quand même besoin de matériel de qualité qui ne sont pas voilà, parce que récupérer du matériel de seconde main, finalement, ça reste du matériel assez fragile et il faut parfois investir, acheter du matériel. Il y a beaucoup d'importation de matériel et ça a un coût parce qu'il faut passer par voilà, Amazon, les grandes boîtes, et pour se faire livrer localement, et c'est jamais simple. Et puis, ça pose la question voilà, de qu'est-ce qu'on fait réellement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de Fab Labs qui développent des outils numériques liés à des besoins locaux. Et il y a justement des directeurs de ces Fab Labs qui est assez connu, qui s'appelle Sename Kofi, qui est togolais et qui a monté le Fab Lab, le WoLab et l'Africaine d'architecture, qui est architecte et anthropologue et qui dit finalement aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants ou des groupes privés essayent de dessiner des smart cities, souvent d'ailleurs dessinés par des bureaux d'études qui sont complètement étrangers. Par exemple, la Smart City au Bénin, que j'ai eu l'occasion de suivre, a été dessinée par des Singapouriens. Donc, vous voyez, ça fait des circulations de modèles quand même qui sont assez complexes. Pourquoi les Singapouriens, vous allez me dire? Parce que le président béninois, il est en vacances, enfin, il est allé plutôt en voyage d'affaires à Kigali, au Rwanda, qu'aujourd'hui, Kigali est la ville modèle en Afrique et qu'il a dû demander au président Kagame, président du Rwanda, mais comment vous faites pour avoir une si belle ville? Et il a dit, c'est les Singapouriens. Donc, en fait, il a fait venir le même bureau d'études singapourien. On a des circulations comme ça de modèles urbains qui sont assez extraordinaires. Et donc, on a des smart cities qui sont dessinés en 3D par des bureaux d'études internationaux. Alors qu'en fait, lui, Sename Kofi, il dit, ce n'est pas des smart cities qu'on doit faire, c'est former des smart citizens et essayer de trouver des solutions simples pour répondre aux besoins des gens. Solutions simples, par exemple, ils essayent de développer beaucoup des applications sur la mobilité. Comment on peut éviter les bouchons dans des villes de 15 millions d'habitants, par exemple, pour Lagos. Vous voyez, c'est ce genre d'application dont les gens ont besoin. Ce n'est pas forcément d'une smart cities avec des panneaux connectés qui, de toute façon, ne vont pas être entretenus. Donc, voilà, il y a toute cette réflexion, en fait, sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'innovation. Et l'innovation ne passe pas forcément par l'outil à tout prix. C'est peut-être plutôt un échange de compétences et de connaissances, donc de matière grise, en fait, et de savoir-faire que d'échanges, finalement, d'outils et puis de technologies en tant que telles. Voilà un peu pour cette première partie, on va dire, sur les Fab Labs en Afrique. Alors maintenant, je voulais vous montrer dans la deuxième partie, un exemple plus concret de ce qu'on peut faire avec peu d'argent, peu de moyens, dans un quartier donc, précaire de Cotonou. Donc, c'est un projet que j'ai mis en place en 2018. Il y avait un fonds d'argent en 2017 dans l'institut dans lequel je travaillais. Et donc, en un mois, ils ont dit, voilà, si vous nous proposez des projets innovants, on peut vous financer. Donc, les fonds de tiroir à décaisser avant les fins d'année, comme on dit. Et donc, on m'a donné 12 000 euros. Donc, vous allez voir à peu près ce qu'on peut faire avec 12 000 euros. Donc là, on est vraiment sur du low-tech et pas beaucoup d'argent, je veux dire. Donc moi, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer de monter en place un projet de cartographie participative parce que, étant géographe et urbaniste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette question de l'inclusion à la ville par la carte est pour moi très importante. Donc j'avais dans l'idée je travaillais dans un quartier, le chef de quartier je lui dis, qu'est-ce que vous avez comme besoin? Il m'a dit, on a besoin d'ordinateurs. Je dis, ok, vous avez besoin d'ordinateurs. Je dis, bon, on va vous fabriquer des ordinateurs. Et puis surtout, voilà, c'était un quartier qui, en fait, je me rendais compte qu'il était au centre-ville et la première fois que je suis rentrée et revenue de ce quartier, en rentrant chez moi, j'ai regardé la carte de la ville et je me suis rendu compte que ce quartier, en fait, n'existait pas sur la carte officielle de Cotonou, ce qui est quand même important. Donc, cette carte, le quartier dans lequel je venais de passer la journée, qui s'appelle Ladji, qui est au centre-ville, hein, on est à 3 km de la présidence quand même. On est en milieu lacustre, on est sur une lagune, donc, comme dans le golfe de Guinée, là, milieu lagunaire. Donc, je rentre chez moi, je regarde sur Google Maps, comme fait un bon géographe, quelqu'un voilà, qui est un peu sensible aux questions de repérage dans l'espace, et je me rends compte que le quartier n'existe pas sur Google Maps non plus. Par contre, quand je regarde Google Earth, je me rends compte que le quartier existe bien. Certes, il y a une partie du quartier qui est sur pilotis sur l'eau, mais il y a quand même une autre partie du quartier qui existe bien, puis on se rend bien compte, même avec cette carte de mauvaise facture, que c'est quand même un quartier bien dense. Hein. On est à peu près 7000 habitants dans ce quartier. Donc, je monte justement un projet voilà, avec
avec donc un Fab Lab local qui s'appelle le BloLab et avec OpenStreetMap. Mon idée, c'était que pendant une première phase, on fabrique des ordinateurs avec les habitants. Donc, on a récupéré plein d'ordinateurs à droite, à gauche, des vieux qui étaient dans des fonds d'amphi à l'université, par exemple, locale, etc. Donc, on fabrique des ordinateurs avec les habitants. Donc, on a, avec 40 vieux ordinateurs, on a fabriqué 17 qui fonctionnent. On forme des jeunes, vous voyez, 40 participants et participantes, parce que j'avais dit au chef quartier que je voulais absolument des femmes. Donc, il y avait des femmes. Deuxième phase, on cartographie le quartier avec les gens. Donc là, je fais appel à OpenStreetMap localement, au Bénin, qui, grâce à 10 tablettes, j'ai acheté 10 tablettes et quelques smartphones, il a formé les gens pour cartographier eux-mêmes leur quartier. Et puis après, avec le Fab Lab, on a monté une application pour suivre les ordures en temps réel dans ce quartier, pour voir comment les ordures finissaient dans ce quartier pauvre, parce que voilà, c'était un quartier jonché d'ordures et on se rendait bien compte en regardant le type d'ordures. Vous voyez, il y avait par exemple des paquets de Pringles, des paquets de lait, des boîtes de lait, des choses pour s'éclaircir la peau. Ce n'est pas des choses que les pauvres consomment en fait. Donc ça vient des autres quartiers. Je voulais comprendre comment ces déchets arrivaient dans ce quartier-là. Et voilà, regardez, donc la carte n'existe pas. Et puis après, la carte a existé, remplie justement par les habitants avec leurs toponymes, etc. Alors, plutôt que vous faire un long discours, je vous montre la petite vidéo. Si c'est trop lourd, peut-être on pourra la mettre à part ou renvoyer au lien. Mais voilà, la vidéo qui résume en fait ça et les résultats surtout en quelques minutes. Alors, je fais un petit basculement de partage. Hop, voilà. Oups, voilà. Toc. Où il est ma vidéo? Pop, pop, pop. Ok, c'est parti. Vous voyez toujours le fond d'écran là? Ouais. Ah non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas? Alors attendez. Et comme ça? C'est bon? Non, ça ne marche pas? Alors, le partage est en pause. Ah oui. Ok. Là, c'est bon. Hop, je mets reprendre le partage. Oui? Est-ce que là, c'est bon? Mon quartier, on est ensemble. Non, vous ne voyez pas le partage d'écran? Vous voyez quoi? Alors, attendez, est-ce que quelqu'un peut du coup me dire ce qu'on voit sur le fond d'écran? Là? Armelle, en fait, on voit ton image de ton PowerPoint qui est un peu déformée. Voilà. Okay. Donc, si je le baisse, ça, c'est voilà. bon? Non, elle est toujours là, déformée, comme si elle rentrait dans un tuyau. Ok. Alors, si j'arrête de partager là, si je fais ça, c'est bon? Et si je mets la vidéo, du coup, est-ce que là, ça remarche? Alors, attendez. Toc. Il faudra que tu repartages, du coup. Ouais, partager l'écran. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je ne suis pas encore la reine de Zoom. C'est bon là? Oui, c'est bon. Parfait. L'AppelG est un projet financé par l'IRD, un projet de recherche-action mené à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce projet a été mis en œuvre dans un quartier précaire dénommé Awansuri-Ladji, un quartier qui connaît de gros problèmes en matière d'infrastructure, d'accès aux services de base, eau, électricité, déchets. Ce projet visait 3 objectifs majeurs. Le premier, celui de démocratiser l'accès au numérique pour les populations de ce quartier précaire. Deuxièmement, cartographier collectivement et de façon participative avec les habitants ce quartier qui est un des quartiers historiques de la ville et qui pourtant ne figure pas sur les cartes officielles. Et troisième point, participer à une meilleure connaissance du circuit des déchets dans la ville de Cotonou et comprendre pourquoi ils finissent dans ce quartier pauvre. Alors, un Jerry, en fait, c'est un ordinateur que le monde soi-même dans un bidon, donc un bidon de 20 litres par exemple, mais à partir de matériel recyclé. Et la particularité d'un Jerry, en fait, c'est qu'on ne met pas de système d'exploitation propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne met que des solutions open source là-dessus.
Les dairies étant pas du matériel recyclé, donc certainement les ressources sont plus faibles et donc il faut mettre là-dessus des systèmes beaucoup plus légers sur une dairy conventionnelle. L'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation. On est 5 membres de l'association qui sont venus en fait former ces jeunes du quartier. On les apporte en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à cartographier eux-mêmes le quartier. Un point d'intérêt, c'est bon. Et ensuite, le nom, c'est quoi? On était 5 groupes d'environ 6 personnes avec au moins 3 smartphones par groupe. Donc, nous avons utilisé les applications. Il y a OSMAND qui permet de collecter de la donnée en ligne. Il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée. Nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier. Toutes ces applications en fait, ont permis en fait, à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent, mais à pouvoir quand même produire de la donnée. Il n'y avait rien comme point d'intérêt. C'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte. Après ce travail avec OpenStreetMap, on a décidé d'améliorer cette carte finalement un peu statique. On a décidé de faire un atelier sensible avec les participants où on les a fait travailler aussi de leur point de vue sur des projets de développement à développer à l'ADJ pour améliorer les conditions de vie. Un travail qui a alimenté la carte finale qu'on a pu présenter aux autorités publiques quelques semaines plus tard. Je crois que la présence de cette carte peut attirer les partenaires au développement pour nous aider dans nos problèmes. Maintenant que nous avons une carte, la 3e phase s'ouvre sur le suivi des ordures. L'objectif est de suivre en temps réel le circuit de ces ordures pour mieux comprendre comment des ordures produites dans d'autres quartiers de Cotonou finissent par être revendues et rejetées et déversées dans ce quartier. Il fallait trouver des traceurs voilà, à placer dans des déchets, des bidons, des sachets, voilà, des boîtes. Mais à la réalisation du projet, nous avons eu des difficultés à trouver des puces pour en rester dans ces déchets-là. Ce matériel, ce traceur est naturellement plus gros et plus difficile à utiliser avec les déchets. Nous avons choisi désormais de les placer sur des charrettes et suivre leur mouvement pendant 3 semaines. Après les 3 semaines de suivi, quand on a récupéré les données, on s'est rendu compte que les localisations GPS des charrettes n'avaient pas été envoyées toutes les 2 minutes comme envisagé, en cause de la présence de métaux ou le problème de réseau pour les cartes dans le quartier de l'ADJ. Cette méthodologie de suivi GPS des charrettes ne nous a pas véritablement permis d'en savoir plus sur ce circuit des déchets, mais nous avons complété ce travail par de nombreux entretiens avec les acteurs locaux et avec les habitants. À l'issue de ce projet, une quarantaine de jeunes ont été formés, une vingtaine d'ordinateurs ont été fabriqués. Ils sont aujourd'hui en accès libre dans un centre numérique animé par les jeunes. Et puis, le quartier existe désormais sur la carte. Il existe, mais son avenir demeure posé puisque des grands projets sont annoncés pour les prochaines années. C'est ce qu'on veut à l'ADJ. Moi, je suis fière de mon quartier. On est ensemble. Alors, je ferme la vidéo. Il faut vraiment que je la ferme, sinon ça va continuer à parler. Le chenal de Cotonou, voilà, c'est environ 5 km de long pour 300 mètres de large. Il a été ouvert sur la... Okay. Voilà. Donc, je peux remettre le PowerPoint du coup. Alors, je vais remettre le PowerPoint, partager l'écran. C'est parti pour juste la dernière partie. Quasiment la conclusion. En fait, voilà, vous voyez bien le PowerPoint, c'est bon? Parfait. Donc, peut-être juste quelques résultats. En fait, comme dit une des participantes en off, et j'ai beaucoup travaillé en fait sur le fait que, voilà, on voit, c'est extraordinaire, avec 12 000 €, d'un seul coup, il y a une carte. Mais comme me dit une des participantes, en fait, carte ne fait pas bouillir la marmite. Hein. Elle me dit, c'est bien beau tout ce que tu nous fais là, mais moi, si tu veux, j'ai surtout besoin de ramener quelque chose à manger le soir chez moi. Donc, je suis bien consciente des limites de ce projet et
de la difficulté à en faire voilà, quelque chose de durable, etc. Donc, c'est pour ça que ça a fait des réflexions aussi sur voilà, la technologie comme ça. Pour moi, c'est un outil, ce n'est pas une solution en tant que telle. Ceci étant, c'est quand même intéressant parce que maintenant, le chef de quartier, après, une fois qu'il a eu la carte, il est parti voir le maire. Il a dit, voyez, vous me disiez tout le temps qu'on n'existait pas sur la carte, mais moi, maintenant, j'existe sur la carte, mon quartier est sur la carte. Donc, je veux que vous m'ameniez l'eau, je veux que vous m'ameniez l'électricité. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas. Les chauffeurs de taxi ne peuvent pas dire que ce quartier n'existe pas, etc., etc. Donc, il y a quand même tout un travail qui s'est mis en place d'acceptation citoyenne en disant si on existe dans la ville, à travers cette carte, plus largement, on a un droit à cette ville. Et donc, voilà, c'est plus dans ce sens-là, en fait, qu'on peut voir des résultats, on va dire, tangibles, et même si voilà, ça n'a pas changé radicalement la vie des gens, sauf qu'en fait, il y a quand même un projet de faire déguerpir tout ce quartier pour faire passer une autoroute le long des berges. Et en fait, avec cette carte, eh bien, le maire, les élus, etc., les têtes couronnées, comme on dit, sont allés voir aussi la municipalité et le ministère des Transports en disant vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas et qu'on n'est pas là. Donc, si vous voulez déguerpir les gens, il va falloir que vous teniez compte de toutes les parcelles qui sont habitées, etc. Donc, on voit quand même l'importance que peut avoir et que peut révertir aujourd'hui le fait d'exister sur une simple carte. Et donc, elle a été mise en ligne sur OpenStreetMap. Et ce qui est très intéressant, c'est que Google Maps, en fait, reprend les cartes de OpenStreetMap. Donc aujourd'hui, cette carte existe aussi donc sur la carte de Google Maps, ce qui est quand même important à l'échelle de l'agglomération. Donc voilà un peu, on pourra rediscuter un petit peu après, si vous voulez, de tous ces impacts et des limites à ces outils. On le voit sur la question des ordures, où on a un peu loupé le coup parce qu'on n'avait pas les bons éléments, parce qu'il y avait des interférences entre le matériel qu'on avait, les antennes radio, etc., et que ça n'a pas vraiment marché. Si je dois dire quelques mots pour conclure, voilà, on a des réseaux qui sont hyper réactifs, qui fonctionnent avec peu de moyens, mais on a vu qui restent quand même et qui relèvent d'une certaine précarité très forte, et que ça pose quand même la question de, sur le temps long, qu'est-ce que ces réseaux peuvent devenir, l'appui aussi qui se développe entre les réseaux des Fab Labs au sud et ceux au nord, parce que là, par exemple, justement, en lien avec le coronavirus, il y a des liens qui se mettent en place entre ici et là-bas pour essayer de faire vivre ces réseaux de makers, ces réseaux internationaux. Là, on a vu que les Fab Labs sont intervenus très rapidement sur cette question du coronavirus, qui sont venus en aide au personnel soignant, fabriquant souvent sur leurs fonds propres, il faut le dire, eh bien, des masques, des visières de protection, du petit matériel médical, voilà, qui sont réutilisés. Là, mes collègues m'envoient des images de l'université où il y a ce genre d'installation qui a été mis en place par les Fab Labs. Voilà, donc il y a des choses qui permettent vraiment de réagir très rapidement, mais la difficulté, c'est quand même, il faut des moyens pour mettre en place ce type d'outils qui pourraient permettre d'améliorer la vie des habitants au quotidien. Parce que c'est bien ça quand même l'objectif. Entre une smart city qui va valoriser on ne sait quel investisseur et groupe privé et ces Fab Labs, l'idée c'est quand même de répondre à des besoins tout à fait quotidiens des habitants. Et donc, pour conclure, eh bien, voilà, cette question des Fab Labs, du lien avec l'innovation numérique, avec la participation citoyenne, ça pose des nouvelles questions de recherche. Voilà, la question sur l'innovation technologique. Le low-tech, est-ce que c'est un outil ou une solution? Donc moi, je prône pour qu'on dise, voilà, c'est simplement un outil. Les questions de développement, elles ne vont pas venir juste avec 2 applications. Or, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, les politiques, les grands groupes disent, voilà, on va s'appuyer sur ce low-tech comme solution. Et finalement, si on veut par là, faire une application OpenStreetMap, enfin, voilà, faire apparaître un quartier sur la ville, c'est bien, mais enfin, c'est quand même mieux que si la municipalité a un cadastre. Et il ne vaudrait mieux pas que ces petites applications, finalement, permettent au pouvoir public de se désengager en disant, regardez, vous voyez, avec 2 smartphones, finalement, les gens, ils s'en sortent. Donc, c'est un peu le risque de dépolitiser cette question du digital qui est quand même, qui reste particulièrement importante. Ça pose des questions sur le point de vue social. On a des nouveaux acteurs, des nouveaux réseaux très engagés localement, souvent dans les quartiers, mais en même temps connectés de façon globale à d'autres réseaux en Europe. Voilà, Thomas pourra nous éclairer si on veut là-dessus. La question politique, donc on a des nouvelles formes d'engagement citoyen qui remettent en cause aussi les modes de gouvernance très hiérarchiques et très top-down qu'on peut avoir dans ces villes
et dans ces régimes africains notamment. Des questions pédagogiques, on est sur du partage de connaissances, sur du do-it-yourself, sur des approches où on apprend par soi-même et qui devraient nous inspirer aussi, nous, pour nos manières d'enseigner, pour la façon de penser l'avenir. On le fait dans le Solution Space à l'Université de Genève. Et voilà, c'est des choses qui devraient se généraliser, qui permettraient aussi d'innover dans l'échange de partage de façon internationale. Et puis spatiale, des nouveaux modèles de ville, peut-être pas celui qu'on essaye de vendre un peu partout et de façon internationale, mais des nouveaux modèles de ville et des nouveaux lieux, ces tiers-lieux, ces ressourceries, ces recycleries qui finalement répondent plus à des besoins que voilà, des grands bâtiments vides censés attirer on ne sait quelle grande entreprise pour être le symbole de l'émergence. L'émergence n'est peut-être pas trouvée dans les grandes tours en verre, mais peut-être plutôt dans ces formes d'innovation locale et citoyenne. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup, Armelle, pour cette présentation très claire et très intriguante. Ce que tu fais a des effets. C'est beau de voir ça, qu'on fait partie aussi comme chercheur ou chercheuse de la transformation. J'aimerais tout de suite donner à Valentine Donzelot la possibilité de faire un premier commentaire pour ensuite aussi entendre Mathilde Bourrier. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation, Armelle Choplin. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a une vision différente qui n'est pas centrée uniquement sur les pays occidentaux. Donc ça, c'était très intéressant. Et la cartographie participative, donc le fait que des gens puissent se mettre ensemble, des gens locaux, et essayer de visibiliser finalement leur quartier quand l'État ne le fait pas. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ça pose des questions aussi de comment c'est possible finalement de défendre ces droits, comme vous l'avez dit, le fait qu'ils ont des droits et que ça aide à pouvoir les défendre. Et justement, vous avez parlé des limites de votre projet. Et vous avez justement des exemples de limites auxquelles vous avez dû faire face durant ce projet. Et une autre question, ça serait, est-ce que finalement, oui, les locaux participent à ce genre de projet, mais est-ce que finalement, ils ne ressortent pas que ce soit toujours les mêmes genres de personnes, par exemple les jeunes qui maîtrisent mieux les technologies, et ça ne représente peut-être pas tout le monde? Oui, je réponds maintenant du coup. Merci, très bonne question. Alors, vous avez raison. En fait, les limites auxquelles on a dû faire face, c'est que, et puis la question sur les jeunes, en fait, il n'y avait pas que des jeunes. Bizarrement, le premier jour, quand je suis arrivée, donc j'avais demandé 20 personnes en essayant d'avoir au moins un tiers de femmes. En fait, le premier jour, il y avait 45 personnes pour faire cette formation, dont plein de femmes, dont des femmes âgées qui n'avaient jamais vu un ordinateur. Je ne parle pas d'essayer, je pense qu'ils n'avaient jamais vu un ordinateur, donc avec tout ce qu'on peut imaginer, la souris qui part comme ça. Et donc, en fait, après, on a fait plusieurs groupes. Donc là, il y a vraiment des seuils technologiques. Enfin, je veux dire, ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser ce matériel. Moi, je ne suis pas du tout geek. Je n'ai rien fait dans l'histoire. J'ai juste mis des gens ensemble. Voilà. Et du coup, c'est quand même compliqué. Et donc, on a fait un groupe de femmes, notamment, et d'hommes plus âgés qui ont fait de la dactylographie, en fait, pendant une semaine, qu'on a formé à taper des lettres sur l'ordinateur. Mais bon, ça, c'était très bien. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on ressort de ça? Il y a une femme qui, justement, la plus âgée, qui avait 55 ans, qui a dit, dans une autre vidéo, parce qu'il y en a plusieurs, qui a dit, moi, en fait, je suis toujours, elle dit, voilà, hier soir, je suis rentrée chez moi et l'ampoule, en fait, était en panne. Elle dit, je ne me suis jamais approchée de l'électricité parce que pour moi, ça fait peur. Enfin, vous voyez, il y a tout ce mythe. En plus, comme on est dans un espace lacustre, enfin, je veux dire, l'électricité, s'il y a de l'eau, vous voyez, les électrocutions sont assez fréquentes. Et elle dit, hier soir, j'ai changé l'ampoule toute seule parce que pour une fois, je n'avais plus peur de ça parce que voilà, c'était quelque chose que du coup, je commençais à comprendre. Et pour moi, c'est assez révélateur parce que ces formations, ça a fait 3 semaines en tout. Mais du coup, les gens, ils ont pris confiance en eux aussi. C'est-à-dire, c'était des manières de dire, en fait, je suis capable de faire quelque chose. Voilà. Donc, ça ne fait pas bouillir la marmite dans l'immédiat. Ça, c'est clair. On n'a pas offert des smartphones, donc les gens n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient qu'on allait offrir des smartphones. Et voilà, donc ça fait partie des limites. Une autre des limites, c'est qu'une fois qu'on a construit ces ordinateurs, que le chef de quartier en a gardé 1 ou 2 pour lui, ça c'est une autre limite, que du coup on s'est retrouvé avec ces ordinateurs et le problème c'est qu'on a un centre numérique, lui il faut le faire vivre ce centre numérique, et même si c'est pas cher une location, on va dire
on est sur du 50 € par mois de louer un 15 mètres carrés, mais il faut le payer, il faut payer la connexion Internet. Et en fait, on s'est retrouvé avec des ordinateurs et le fait que tous les mois, il fallait payer des charges et que ça, il n'y avait pas de rentrée d'argent. Donc, du coup, on a avancé de l'argent avec un autre projet qu'on a réinjecté là-dedans. Le problème, c'est qu'à long terme, ce n'est pas durable s'il n'y a pas une rentrée d'argent. Voilà, vous ne pouvez pas faire du truc gratuit dans un quartier s'il n'y a pas un long projet sur le long terme. Et est-ce que faire des choses gratuites, c'est la solution? Ça, c'est une autre question, mais question du développement beaucoup plus large, voilà, qui m'intéresse plus largement. Enfin, je travaille sur ces questions-là. J'ai écrit un livre sur la mondialisation des pauvres, comment ces pauvres rentrent dans la mondialisation et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour eux aussi, voilà, ces charges qui font qu'une fois que vous êtes rentré dans le marché, en fait, une fois que vous avez des smartphones, il faut payer en fait la connexion. Donc ça, c'est alors peut-être qu'avant ils n'avaient pas ce coût-là à payer. Donc voilà, les limites, elles sont là sur le temps long. Comment on met ça en place, quoi? Ça, c'est des vraies questions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mathilde Bourrier, qui est avec nous. Voilà, à toi pour un commentaire. Oui, merci beaucoup de m'avoir permis de rencontrer le travail de Armelle. On s'est croisés à la cafétéria, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir connaître mieux tes travaux et voir un peu ce que tu fais. Donc, ça m'a donné l'occasion. Alors, comme il n'y avait pas forcément de texte associé aujourd'hui, je suis quand même allée chercher le dernier texte dont tu parlais à l'instant dans CyberGeo. J'ai appris plein de choses super passionnantes. Et moi, je vais juste dire mon entrée dans l'intérêt autour des Fab Labs, il vient plutôt de la sociologie du travail plus classique, et dont je ne connais rien à l'Afrique, et je ne connais rien aux villes non plus. Mais il y a quelque chose depuis 1 an qui m'intéresse et qui, je vais expliquer un petit peu plus, mais il se trouve que le concept de Fab Lab, il transite, comme tu l'expliques très bien, et tu dis, tiens, ça intéresse l'AFD, l'Agence française de développement, ça a toutes sortes de ramifications. Il y a cette jolie carte là que tu as montrée, je ne sais pas si tu l'as publiée quelque part, mais elle est des Fab Labs de l'Ouest. Donc cette idée Fab Lab, dont ton article tu montres bien l'affiliation là, le MIT, tout ça, le Makerspace, la Silicon Valley, mais bon, toutes sortes de gens se sont emparés de cette idée et les sociologues du travail en particulier, parce que ça réveille en eux des vieilles lunes d'utopie au travail et de finalement se dégager de carcans bureaucratiques, inventer des nouvelles façons d'être ensemble, de travailler et d'être vraiment plus dans le sens qu'on pourrait mettre au travail après s'être pris la baffe un peu à la Matthew Crawford, éloge du carburateur et autre chose, c'est-à-dire comment retrouver du sens au travail en passant par les sens justement, comment être plus collectif, comment faire des coopérations, voilà. Donc, à côté de ça, il y a tout aussi une critique sur cette idée du Fab Lab qui n'est pas si nouvelle, le do-it-yourself, ça existe, ça a déjà en quelque sorte c'est venu percuter tous les efforts tayloriens, toute cette standardisation avec l'idée que si on retrouve un tout petit peu et c'est qu'on garde du loisir actif, disait Friedman, et on s'en sortirait mieux comme individu parce qu'au lieu de se faire laminer par la robotisation, par la mécanisation, on aurait des espaces créatifs. Bon, enfin, et les racines américaines sont du côté shakers and makers, art and crafts. Donc, on a déjà des racines au 19e, on a quantité de choses qu'on aurait pu activer, mais intéressant. Année 2000, où toi tu dis 90, bon, arrive ce concept du Fab Lab. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que ce concept du Fab Lab, il vient percuter les sociétés occidentales, dans différents calibres, différents formats, et il vient percuter aussi l'Afrique et le monde humanitaire, le monde du développement qui s'empare de ce concept, Terre des Hommes, la Croix-Rouge,
le Global, comment c'est, le International Global Fab Lab, qui je crois est plus fortement très actif, mais peu importe. Alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes contextes. On a des contextes européens, américains très riches, où on ne se pose pas trop la question de savoir si les gens sont à peu près numérate, ou à peu près capables. Même s'il y a une fracture numérique, elle est sans commune mesure, mais elle existe quand même. Je vais aller au bout de mon dernier point après. Et puis, on a ces contextes africains dont tu parles, pour ce qui t'intéresse, où on a aussi ce concept du Fab Lab, dans différentes configurations aussi, selon si c'est dans une université, si c'est prôné par une autorité locale, si c'est complètement au contraire. Voilà. Bon, ce qui me frappe, surtout dans ta conclusion, et je voulais te poser 3 questions en fait, importantes pour moi, mais bon, c'est comment les idées ont voyagé d'après toi? Il y a un joli bouquin, j'essaye toujours que mes étudiants en thèse s'y intéressent, mais je crois que ça ne clique pas, quoi. Et là, je bute sur le nom de l'auteur, mais ça s'appelle How Ideas Travel. Et je suis fascinée par cette popularité du concept de Fab Lab. Tu donnes un peu quelques pistes dans ton introduction en disant c'est trendy, c'est numérique, ça doit plaire aux ingénieurs français de l'AFD, dont on sait qu'ils sont très friands de ce genre de trucs. Ça fait moderne. Et puis en face, ça peut être aussi pour les gens qui les utilisent se dire mais nous, on n'est pas complètement paumés dans nos villages ou dans nos zones précaires. Nous aussi, on fait du Fab Lab. Peut-être qu'il y a une sorte de... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est comment ça a voyagé. J'aimerais beaucoup t'entendre. J'ai trouvé très joli ce que tu disais dans une note sur la frugalité. Ça fait écho à tout ce qu'on voit comme développement des repair studies aujourd'hui et de la manière dont même les sociétés très riches s'intéressent à cette idée de frugalité, d'utiliser, de recycler ces ressourceries. Ce n'est pas juste pour l'Afrique, les ressourceries, c'est partout. Donc, cette idée de sustainability qui va devoir faire avec ce qu'on a et pas toujours racheter du neuf, réparer, quoi, cette idée de la réparation. Donc, voilà. Une idée que tu as esquissée à la fin, mais qui je voulais entendre un tout petit peu plus, sur cette mise en visibilité du quartier, qui en même temps pourrait les protéger et les mettre aussi pourrait les mettre en danger, parce que tu le montres bien, tant que ça restait informel et dans un magma non décrit, on ne sait pas trop si on peut passer avec des bulldozers dessus. En même temps, on peut éventuellement d'ailleurs les faire déguerpir complètement parce qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Toi, ce que tu as proposé, c'est de les mettre en visibilité, mais cette visibilité, du coup, elle crée des attentes pour les populations, pour le quartier, et puis du coup aussi dans leurs revendications à être expropriés proprement, d'une certaine façon, si on devait faire passer une autoroute là-dedans. Mais tu dis aussi dans ton texte, peut-être tu l'as moins dit là, que ça pouvait représenter un danger pour eux, parce que là, on sait les compter quelque part, et donc il y a une force administrative qui sait les surveiller. Et là où tu dis qu'il n'y a pas de cadastre, il y a quand même par ces initiatives une forme de surveillance qui est en train d'intervenir, qui intervient par la petite porte, mais qui est quand même présente. Donc je voulais juste revenir sur la visibilité dangereuse. J'ai bien compris que c'était aussi une possibilité d'exister aux yeux du monde. Donc il y a une revendication, une reconnaissance finalement de l'existence qui est très importante, mais peut-être parallèlement une forme de mise en visibilité qui peut les fragiliser. Je ne savais pas trop. Je voulais terminer sur la connexion avec le numérique, en particulier dans l'étude que j'avais faite sur la réponse à l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, vue de l'OMS et vue de nations riches, les États-Unis, la Suisse et le Japon. Un des grands discours de l'OMS il y a, je trouve, une proximité un peu qui ne passe pas par les Fab Labs pour le coup,
qui était équiper tout le monde d'un smartphone pour pouvoir suivre la température, ce qui allait dispenser évidemment de mettre en place des vrais dispensaires et des vrais soins de proximité. Et l'idée qu'on pouvait traquer des gens qui soudainement, il y aurait un cluster de gens avec de la température, on voit bien l'idée, hein, puis on la vit pleinement maintenant avec notre Covid. Bon. Et je m'étais dit, c'est marrant, ils ne pensent pas à plutôt se demander à quelles conditions est-ce qu'on pourrait avoir, enfin ils y pensent, mais ça a l'air d'être plus difficile que de trouver une app à télécharger pour surveiller des gens qui potentiellement seraient malades d'Ebola ou d'autres maladies contagieuses et très dangereuses et qui pourraient voyager. Bon, enfin, je ne sais pas si ça avait des proximités avec ton thème. Enfin, c'est ce que ça m'a apporté. J'ai le droit encore à un dernier truc. Quand tu fais ta conclusion, et si tu lis Michel Lallemand, qui a beaucoup travaillé sur les Fab Labs dans l'âge du fer, F-A-I-R-E, ou bien le bouquin, on avait invité Lallemand et Bérébi à venir ouvrir une de nos conférences il y a 2 ans, je crois, au département de sociaux. Tous les problèmes que tu évoques, l'empowerment, la difficulté technique, la difficulté à stabiliser, qu'est-ce qu'on fait dans un Fab Lab? Est-ce qu'on vend des choses? Est-ce qu'on est rémunéré pour ce qu'on fabrique? Est-ce qu'on est un peu comme une ancienne MJC, pour ceux qui ne sont pas français, ils ne connaissent peut-être pas, mais c'est-à-dire les maisons de jeunesse chrétienne, où on faisait un peu la maison de quartier à la Genevoise, quoi. Est-ce que c'est là pour maison populaire? Est-ce que c'est de l'éducation populaire? Enfin, toutes ces questions que tu balayes à la fin, elles existent dans les Fab Labs de France, allemands. Dans les Fab Labs du monde entier, il y a une espèce de confusion, parce que ce n'est pas parce qu'on a 3-4 imprimantes 3D. Est-ce qu'on fait ça sur son temps libre? Et donc, toutes ces questions, elles se posent de façon quasi identique. Et c'est ça qui est drôlement intéressant. Presque. Pourtant, on est moins dans la précarité, comme tu le dis, que tes Fab Labs africains à Cotonou ou à Bénin. Voilà. Donc, je voulais essayer de comprendre pourquoi il y a une telle proximité de situation, sachant que le monde humanitaire s'intéresse à ce concept notamment pour les migrants jeunes, parce qu'il faut bien aussi qui ne vont plus à l'école, qui sont bloqués derrière des frontières, et il faut aussi quand même les éduquer, donc c'est une manière d'éducation. Bref, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton travail. Merci à Sandro et à Fiorenza de m'avoir donné aussi l'occasion d'échanger avec toi, Mathilde. Surtout, je ne savais pas que tu travaillais sur les makerspaces, donc c'est super. Un raison de plus pour qu'on se voit après, quand on aura un jour le droit, pour rediscuter de tout ça. Ça, c'est fantastique. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu dis là sur le travail, l'utopie, que ça existait avant, qu'en fait on réinvente aussi un peu on réinvente l'eau chaude là, parfois, on devrait vraiment relire aussi ce qui a été fait même au 19e, début 20e, il y a vraiment des choses intéressantes. Alors pour répondre à tes questions, par la première qui rejoint d'ailleurs ce que tu viens de dire là, de comment les idées ont voyagé, alors ça c'est une vraie question qui m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai invité là, ce soir comme auditeur libre Thomas Sainz, et j'ai bon espoir que Thomas commence sa thèse avec moi sur ces questions-là, puisque Thomas, lui, il travaille dans le réseau des makers en France, mais depuis une dizaine d'années, vous me reprendrez Thomas, et il est en lien avec les makers africains, et on voit que, voilà, notamment la semaine dernière avec le Covid, ils sont tous en lien, etc., etc. Et du coup, comment ces idées voyagent, et surtout le fait que les premiers, de ce que j'ai vu, les premiers makers, là, ils ont été invités à des colloques ou à des grands événements en Europe. Et c'est là qu'ils se sont familiarisés avec ces questions-là. Donc, la circulation des idées, des modèles, des machines, elle est vraiment très intéressante, quoi. Et des réseaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être étudié. Je ne suis pas sûre que ça a été encore bien fait. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Thomas, j'ai bon espoir qu'on arrive à décrocher un financement, parce que ayant cette expérience qu'il a dans les Fab Labs européens et français, du coup, ça permet d'avoir cette vue de l'intérieur. Donc ça
Ça, ce serait vraiment super. Sur la question, peut-être qu'il voudra réagir d'ailleurs après là-dessus, parce qu'il doit bien savoir comment ça voyage. Sur cette question de la frugalité, alors c'est très intéressant. Donc l'Afrique, si on veut parler, c'est un modèle, parce qu'il y a cette image quand on est en Europe, en plus que voilà, vous avez une canette de coca et vous faites une maison avec, quoi. Donc, avec tout ce que ça a de romanticisation de l'homme africain bricoleur dont il faut se méfier. Ce qui est très intéressant, c'est que si les villes aujourd'hui sont plus frugales, si on veut, en termes de consommation énergétique en Afrique, le problème, c'est qu'elles ne sont pas amenées à le rester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes moyennes, les classes émergentes, elles veulent consommer et elles ne veulent surtout pas un truc recyclé à 3 francs 6 sous. Elles ne veulent pas un ordinateur dans un bidon. Elles veulent la clim, un gros frigo, si possible double américain, un gros 4x4, et qu'on n'est pas du tout dans ce modèle que les gens veulent, y compris les pauvres, parce que les pauvres, ils veulent aussi le 4x4 et donc ils ne veulent pas ce truc recyclé, quoi. Vous voyez, c'est très sympa. Je pense que le chef quartier, il était content avec ses bidons, ses ordinateurs bidons dans son salon. Mais si vous voulez, c'était plutôt à l'AFD que ça faisait effet. Quand je suis allée présenter mon projet à l'AFD, tout le monde dit « c'est génial, on va refaire ça partout, on va faire des pépinières ». D'ailleurs, il me file un contrat là, pour travailler avec eux sur l'innovation urbaine. Enfin, vous voyez. Donc, du coup, voilà. C'est plus un truc encore quand même de bobo européen, on va dire. En tout cas, c'est vu comme ça. Et en Afrique, voilà, il me disait, si tu peux me donner un vrai ordi quand même, ça m'arrangerait, quoi, que ce truc qui a déjà pris la poussière. Donc ça, c'est quand même les limites aussi de la frugalité telle qu'on l'entend. Et puis, oui, sur la visibilité du quartier, très intéressant. En fait, moi, cette cartographie des habitants par les habitants, en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup par un réseau qui s'appelle Slum Dwellers International, qui est un des grands réseaux qui dit que les gens des bidonvilles sont les mieux à même de se visibiliser eux-mêmes et qui font un gros travail dans les bidonvilles indiens, africains en général, et qui demandent aux habitants de se cartographier eux-mêmes, de se recenser eux-mêmes, avec tout ce que ça risque, tous les risques que ça encourt après d'être visible une fois qu'on apparaît sur la carte. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est une question qui s'est posée et en même temps, vous voyez, au ministère, il y en avait un qui m'avait dit il ne faudrait pas que tes gens, là, en les mettant sur la carte, ils croient qu'ils aient le droit de rester. Hein. Au ministère de l'urbanisme, on m'a dit ça. Donc, vous voyez, même les ministères là-bas, parce que c'était aussi mes collègues, comme j'étais affectée à l'université dans le ministère de l'urbanisme, ils me disaient nous, ça nous plaît moyen ton projet là. Donc, c'est très ambigu. En même temps, jusqu'à maintenant, ça a plutôt été un avantage pour eux. Mais c'est vrai que ça pourrait se retourner contre eux. Quand je suis partie, ils étaient commencé à adresser le quartier. Donc, ça voulait dire que la mairie avait pris en compte ce quartier. Et donc, voilà, après, il faut payer aussi. Il faut payer. Donc, une fois que le quartier est reconnu, il va falloir payer l'eau, l'électricité, etc. Pour l'instant, tout était informel. Donc, ça, c'est effectivement des grandes questions sur l'entrée qui peut amener après de l'exclusion par dépossession, comme c'est bien connu dans les théories marxistes et de Harvey. Donc voilà, plein de réflexions effectivement qui m'interpellent sur tout ça, sur la durabilité, sur comment c'est réapproprié, repris par les grands, le milieu du développement et de l'humanitaire aussi. Ça, c'est quand même très intéressant. Et voilà, et moi, mon projet, ils n'arrêtent pas, comment les idées circulent. Par exemple, mon projet, on a visibilisé beaucoup, on a fait des vidéos et tout. Et là, j'aurais dû aller au sommet Afrique-France présenter tout ça comme un best practice de mon institut d'avant, quoi. Donc, c'est comme ça aussi que ça voyage. C'est intéressant, ouais. Alors, je vois qu'il y a peut-être d'autres questions, non? Hop. Ah oui. Donc, voilà, en tout cas, merci pour les remarques. Vraiment, avec plaisir pour en discuter. Merci Armelle Choplin. Est-ce que Valentine ou Mathilde aimeraient réagir juste à ce que vous venez d'entendre? Est-ce qu'il y a des questions des autres? Peut-être d'abord Valentine. C'est bien. Mathilde? Oups. On n'entend pas Mathilde. Est-ce que tu peux esquisser une petite réponse sur pourquoi est-ce que ça pourrait... Pourquoi est-ce qu'on retrouve les mêmes choses finalement aussi dans les villes et les pays beaucoup plus développés? Mais peut-être que tu ne peux pas y répondre. Mais ils ont cette typologie des problèmes des Fab Labs, franchement, elle est très comparable à ce qui se passe dans les Fab Labs de Nanterre. Oui, il y a vraiment, ils sont confrontés vraiment aux mêmes problèmes, à la même quête de financement. Mais c'est peut-être aussi ce fait d'être en dehors des cadres, on va dire, bureaucratiques, qui fait que c'est difficile aussi pour eux. Donc c'est des micro-entrepreneurs qui vivotent
voilà, de projets, c'est sûr que ça donne une certaine fragilité au mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que, est-ce qu'ils peuvent rester en dehors du cadre? Ça, c'est une vraie question, parce que là, on voit bien Orange, en ce moment, est en train de remettre la main sur ses Fab Labs, les grands groupes en Afrique, notamment de télécommunications et les banques. La Société Générale est la première à financer les Fab Labs en Afrique. Donc, ça pose des vraies questions. Et puis, Toyota. Moi, Toyota, ils me demandent de leur trouver des étudiants qui pourraient travailler sur applications mobilité en Afrique. Vous voyez. Donc, du coup, jusqu'à quand ils vont pouvoir rester indépendants? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Google a acheté un peu les droits, là, a payé quelque chose quand ils ont récupéré ton truc OpenMap? Non. En fait, ils les reprennent comme ça direct, parce que OpenStreetMap s'était trompé sur une voie, ils avaient débordé dans l'eau. Et en fait, sur Google, il y avait cette voie dans l'eau. Donc, on savait bien qu'ils l'avaient reprise de la nôtre. Parce que, voilà, donc non, ils n'ont pas payé. Ils devraient, ouais, peut-être, les reverser au quartier, ouais. C'est sûr. Merci, en tout cas. Merci pour ces réponses et ces discussions. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde et Valentine, pour ce commentaire qui ont permis d'approfondir certains aspects. Est-ce que M. Sanz aimerait commenter en vitesse, lui aussi, ce que vient d'entendre? On a encore quelques minutes. Bonjour à vous. Du coup, merci Armel Choplin pour m'avoir donné l'opportunité d'assister à votre présentation. Une rapide présentation. Donc, effectivement, j'ai le projet de commencer une thèse en septembre 2020, en tout cas, cette année. Et sinon, depuis 2014, en fait, je suis impliqué dans les Fab Labs, d'abord comme Fab Manager, donc responsable d'un Fab Lab au sein d'une université parisienne, l'université Pierre-et-Marie Curie, donc maintenant Sorbonne Université. Et par la suite, je me suis impliqué dans 2 réseaux différents. Le premier, c'est le réseau français des Fab Labs. Donc, c'est un réseau qui travaille avec les Fab Labs et un peu plus, et des lieux un peu plus larges, type Makerspace, etc., au niveau national français. Et dans un second temps, dans une autre association qui s'appelle Vulca, c'est pour promouvoir la mobilité des makers en Europe. Concernant cette diffusion des idées, notamment cette question des Fab Labs, ça a été particulièrement, chaque année, était organisé à Toulouse, au Fab Lab Artilex, quelque chose qui s'appelle la Fab Lab Festival. Donc, c'est une réunion des Fab Labs européens, français aussi, et notamment des Fab Labs africains. Donc, il y a certains Fab Labs africains qui ont décidé de venir, notamment les membres du Blow Lab, en particulier donc à Cotonou, avec qui Armel Choplin a travaillé, sont venus et ont pris connaissance du fonctionnement du réseau français des Fab Labs, des Fab Labs. Ils avaient déjà connaissance des Fab Labs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des organisations qui se sont intéressées aux Fab Labs, que ce soit l'AFD ou que ce soit d'autres organisations, mais des makers eux-mêmes, des individus eux-mêmes ont pris connaissance de ce modèle. Dans certains cas, c'est la Fab Foundation, donc la fondation portée par le MIT au niveau des Fab Labs, qui a pu développer ce modèle-là. Dans d'autres cas, c'est vraiment des personnes qui ont pris connaissance parce que le voisin, parce qu'une personne s'est rencontrée, parce qu'une vidéo, parce qu'un reportage, ils ont pris connaissance des Fab Labs. Donc, au niveau de la diffusion, ça s'est vraiment fait, on a vraiment des approches un peu plus bottom-up, où ce sont vraiment des makers africains qui sont venus assister à un rassemblement Fab Lab français auquel ils étaient invités, auquel ils étaient conviés. Et c'est comme ça qu'on puisse se construire d'une part des partenariats entre les Fab Labs africains et des Fab Labs français, et d'autre part la constitution du réseau francophone d'Afrique de l'Ouest, donc REFAO, et ce qui donne lieu à l'heure actuelle, dans le cas du Covid-19, un travail entre le réseau français des Fab Labs et les membres du REFAO pour voir dans quelle mesure on peut partager des idées afin de répondre à des problématiques au niveau local. Voilà. Juste pour remettre un petit peu, pour éclaircir certains points. Voilà. Donc ça, c'est plutôt en échangeant, en discutant avec les différents membres du réseau Fab Lab. Et voilà. Et j'ai mis en lien un petit article qui est écrit par Camille Bosquet, juste intéressant parce qu'elle montre justement que dans certains cas, les Fab Labs, c'est un type de lieu porté par le MIT avec une charte, dans le cadre d'un réseau plus global. Mais certains lieux existaient déjà avant les Fab Labs, portaient tous les signes d'un Fab Lab et ça peut amener parfois à certaines traductions, à certains, pas de négociations, mais quoi, discussions entre des personnes qui ont créé le modèle autour des années 2000 et un petit peu avant. Voilà, cet article-là. Voilà, qui date un petit peu, mais néanmoins qui fait référence au sein des Fab Labs parce qu'il retrace un petit peu la mythologie autour de la création de ces différents lieux. Voilà. C'était... Si, j'ai essayé de le montrer, l'article, mais je ne sais pas si j'ai réussi. C'est un effort à faire. Des autres questions, est-ce qu'il y en a? Sinon, encore des réactions à gauche et à droite? Non?
Armelle, mot final avant le mien. Non, bah écoutez, ce que je vois en tout cas, c'est que pour travailler sur ces questions depuis 3 ans maintenant, voilà, tout est ouvert, il y a encore plein de réflexions à apporter. Et ce n'est pas seulement voilà, des réflexions sur là-bas, sur ce qui se passe de façon lointaine en Afrique, c'est-à-dire que tout ça voilà, est lié à ce qui se passe ici et que voilà, pour moi qui porte qui travaille beaucoup à porter cette idée qu'il faut décloisonner, décentrer, qu'il faut arrêter de regarder qu'en Europe ce qui se fait ou en tout cas dans le monde occidental. Pour moi, j'ai découvert des gens qui innovaient beaucoup plus que ce que nous, on peut appeler faire de l'innovation en Europe, en fait. Voilà. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je souhaite continuer à… Voilà, là, c'est plutôt des pistes que j'ouvre. J'ai dans l'idée de développer d'autres projets là-dessus et voilà, de travailler avec Thomas sur ces questions-là et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça parce que finalement, il y a pas mal de choses dont on pourrait s'inspirer et pour penser de façon plus intelligente et plus appropriée la ville de demain. Donc, c'est plutôt dans ces thématiques-là. Et puis, voilà, en tout cas, les questions m'aident aussi à avancer dans cette réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Armelle. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette très belle soirée. On a longuement pensé si on va aussi travailler sur ce qui sont des innovations dans ce cadre de forum sur la créativité, des innovations dans le domaine technique et dans les débats qu'on avait, c'est très vite sorti aussi évidemment cette ligne qui est très vague, très floue, très ouverte en fait entre une idée qui devient commerciale et une intervention qui est en fait pensée ou définie avant l'intervention comme artistique. Et pour nous, c'est très clair, pour nous qui organisons, donc c'est Violette, c'est moi, c'était très clair qu'il y a une continuité d'éléments artistiques dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas une nécessité de faire des ruptures. On a pensé à toi aussi quand on a fait le programme parce qu'on s'est dit que typiquement, créativité, innovation et Afrique, pour beaucoup de gens, ça sonne bizarre. Et pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse marquer aujourd'hui ce regard et pouvoir le faire venir ici. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble sur ces questions et j'espère qu'on va continuer avec vous aussi de suivre ce forum Ville et Créativité qui a encore 2 séances. Prochaine fois, c'est Vincent Kaufmann qui sera avec nous sur la mobilité urbaine. Est-ce qu'il y a de l'innovation, de la créativité dans ce domaine? Discutants seront Jeannot, Kofi Assou et Marlene Sakian. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir participé à cet événement.